pour information, voilà, cette réunion est enregistrée. Et merci Florence. Bonjour à tous, donc je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice d'AML Factory. Je travaille sur le sujet de la lutte anti-blanchiment depuis 2005, autant vous dire que je ne suis plus très jeune, malheureusement, c'est comme ça. Pardon, j'ai mon téléphone qui est en train de sonner, je suis navrée. Voilà, ça peut s'arrêter. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter les nouveautés du paquet législatif européen. Je pars du principe potentiellement erroné que vous connaissez les bases de la réglementation. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait certaines choses qui vous échappent, d'où les questions urgentes que vous pouvez me poser en cours de route s'il y a un sujet qui n'est pas compris. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment plutôt de voir en fait quelles sont les évolutions entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera d'ici X temps. Notre webinaire va s'articuler autour de 4 temps forts et ensuite un moment de questions-réponses. Introduction, c'est le crowdfunding est-il dans ou hors périmètre de ce paquet législatif européen? Ensuite, le contenu du paquet législatif européen en tant que tel, focus sur le règlement unique européen. Et ensuite, très brièvement, les apports principaux des 3 autres textes, sachant qu'il y en a un sur lequel vous n'êtes pas ou peu concerné et que je vais donc exclure tout de suite, ou presque, c'est le règlement sur les transferts de fonds, parce qu'il a été amendé au regard des cryptoactifs. Donc, sauf à ce que vous ayez une double casquette crowdfunding plus cryptoactifs, vous n'êtes pas inclus par les nouveautés impliquées. Alors, pour démarrer, est-ce que vous êtes in ou est-ce que vous êtes out? Il y a un vrai débat sur le sujet entre les 3 autorités, puisque la Commission juge que les PSFP les astreints à un minimum de règles, donc vérification de l'honorabilité des dirigeants, des mesures de vigilance minimum à mettre en place et un retrait d'agrément en cas de non-respect des obligations. Et donc, à ce titre-là, au moment où elle a établi en fait le projet de règlement unique européen, elle a estimé que les PSFP n'avaient pas à être considérés comme des professionnels assujettis. Le Conseil n'était pas du tout d'accord. Donc, le Conseil a demandé à ce que cette exclusion soit retirée du texte. Quant au Parlement, il suit l'avis du Conseil, voire même il complète la proposition de règlement qui dit que toute plateforme de crowdfunding, qu'elle soit ou non PSFP, doit être considérée comme un professionnel assujetti et donc doit respecter les règles en la matière. Pour autant, puisque le texte n'est pas encore définitivement adopté, je vais revenir juste tout de suite dessus. Il a été adopté, donc il a été proposé par la Commission en 2021. Il a été adopté par le Parlement, par les 2 commissions du Parlement en mars 2023. Et le trilogue tripartite entre le Conseil, la Commission et le Parlement s'est ouvert le 11 mai. Ça aurait dû être voté en juillet, mais ce n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Donc, il n'est pas exclu que ça arrive qu'en août ou en septembre. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on saura si, effectivement, les plateformes de crowdfunding sont ou pas incluses dans le périmètre des professionnels assujettis. En tout état de cause, ce paquet législatif européen recouvre 4 textes principaux. Donc, le règlement unique qui va être l'objet principal de ce webinaire. Le règlement relatif au transfert de fonds dont vous parlez juste avant, pour lequel vous n'êtes pas du tout impacté ou un peu si vous êtes crypto. En tout cas, ça ne changera pas grand-chose de votre côté. Côté directive AML 6, le principe, c'est que ce sont des obligations à charge des États membres. Donc, au final, ça ne vous concerne pas. Et un dernier règlement qui porte sur la création d'une autorité de lutte contre le blanchiment, donc l'AMLA, ou ALBC en français, qui, pour le coup, elle, sera instituée dès janvier 2023 avec un pouvoir de sanction dès 2025, si je ne m'abuse. Point important sur le calendrier, sur le règlement unique européen, un règlement est d'application directe dans chacun des États membres. Aujourd'hui, on fonctionne sur un système de directives. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers, ça veut dire que l'Europe adopte une directive et chaque État membre est chargé de transposer en droit local les règles, que ce soit par loi ou par ordonnance, comme c'est souvent le cas en France. Et donc, ce qui fait que chaque État a ses propres règles qui sont un peu différentes les unes des autres. Et ensuite, il y a bien évidemment les appréciations des régulateurs qui sont encore un poil différentes potentiellement par rapport à la législation adoptée.
un règlement unique européen, ce n'est pas du tout la même chose. C'est strictement les mêmes règles applicables absolument partout et dans toute l'Union européenne. Et si notamment, il va être complété par des RTS, ce qu'on appelle des Regulatory Technical Standards. Donc, en fait, ils vont venir compléter. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai l'impression d'avoir un bug au niveau du… Oui, On t'entend bien. Super, pardon. Donc, Regulatory Technical Standards qui vont venir compléter le règlement unique européen pour préciser exactement qu'est-ce qu'on entend par chacun des articles. Donc, un peu comme des lignes directrices de la CPR ou de l'AMF, mais voilà, qui seront d'application aussi directe et avec autant de pouvoir de coercition, je ne sais plus exactement comment on dit, peu importe, que le règlement en tant que tel. Point important aussi, il devait être mis en application 3 ans après son adoption. A priori, il sera mis en application dès 2 ans après son adoption. Donc, ça veut dire que s'il est voté en août ou en septembre 2023, il sera d'application dans l'ensemble de l'Union européenne dès septembre ou août 2025. Et il couvre absolument tous les sujets de la lutte anti-blanchiment, à savoir qu'est-ce qui est attendu du contenu du dispositif, les rôles et responsabilités des acteurs, l'évaluation des risques, les mesures de vigilance, les obligations déclaratives et les questions d'externalisation et de sous-traitance. Les RTS, dernier point, les RTS pourront être adoptés soit par la Commission européenne, soit par l'autorité par l'AMLA, qui sera ou pas sur demande de la Commission. Donc, on va avoir des beaux textes à venir et qui vont donc faire évoluer toutes les obligations dont je vais vous parler dans les minutes qui suivent. Dans le premier périmètre dont on va parler, c'est tout ce qui concerne les politiques, les contrôles et les procédures. Alors, il va être désormais imposé à l'ensemble des professionnels assujettis d'avoir une fonction d'audit indépendante. Je pense que pour vous, ce n'est pas trop un sujet parce que certainement que vous devez déjà avoir celle-ci en place avec, en tout cas pour celles qui sont régulées. Mais pour tout un ensemble d'entreprises du secteur non financier, c'est une énorme révolution parce qu'eux, ils n'ont souvent pas d'audit du tout. Autre élément, il va falloir mettre en place un dispositif bicéphale. Alors, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va avoir un gestionnaire de la conformité qui va s'appeler Compliance Manager, qui est un membre du board, donc conseil d'administration ou équivalent, qui a pour rôle de rapporter à minima les éléments sur l'ensemble du dispositif, ses défaillances, ses indicateurs, etc., pour pouvoir l'améliorer en permanence. Et à côté de ce Compliance Manager, on va avoir un Compliance Officer qui, lui, est responsable de la conformité au jour le jour, qui sera aussi déclarant TRACFIN. Il sera nommé par le conseil d'administration pour un mandat de 2 ans. Donc, ce n'est plus un poste classique. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui font la conformité, puisque notamment, il ne pourra pas être démis de ses fonctions sans une notification préalable du régulateur. Et il est prévu que ce compliance officer dispose de toutes les ressources à la fois humaines et technologiques pour exécuter ses missions. Autre point important, c'est la communication de l'ensemble des politiques, contrôles et procédures à la fois en interne mais aussi en externe. Bon, en interne, c'est assez classique, vous adoptez une procédure, vous la transmettez à tous vos collaborateurs, mais il est bien prévu expressément que les PSP doivent transmettre toutes ces informations et tous ces documents à leurs agents et distributeurs. Je crois savoir qu'un grand nombre de vos plateformes sont agents ou distributeurs d'établissements de paiement ou de monnaie électronique qui vous laissent en général définir vos propres règles, sauf que si le texte est voté en l'état, ça veut dire que ces PSP devront vous communiquer leurs procédures que vous devrez décliner en fonction de vos propres activités. Ce qui évitera pour ceux qui commencent de rien du tout parce qu'ils viennent de se lancer, de devoir faire appel éventuellement à des cabinets de conseil ou autres, puisqu'ils auront déjà un point de départ pour définir leurs propres règles. Ensuite, l'approche par les risques, toujours bien évidemment présente dans le futur dispositif, à la différence près qu'il faudra que dans l'analyse des risques qui est formalisée par l'entreprise, soit bien mentionné à la fois les éléments qui proviennent des analyses à la fois nationales et supranationales qui vous sont applicables. Et bien évidemment, cette approche par les risques doit être documentée et mise à jour régulièrement. Et je vous rappelle que c'est au moins annuellement. En tout cas, c'est ce qu'exigent les régulateurs. La plus grande
évolution, à mon sens, du dispositif qui va être issu du paquet législatif européen, c'est sur la consécration du Know Your Employees, puisque à partir de 2025, vous aurez la chance de devoir mener des due diligence sur vos employés. Donc, c'est le responsable de la conformité, celui qui gère au jour le jour le dispositif. Il devra en effet évaluer les compétences, les connaissances, l'expertise individuelle, l'honorabilité, l'honnêteté et l'intégrité de chacun de ses collaborateurs qui seront en front avec le sujet, donc que ce soit côté sales, côté customer success ou côté back-office type comptabilité, ce genre de choses. Il faudra aussi mettre en place un dispositif de conflit d'intérêts pour pouvoir identifier éventuellement les liens entre un ou plusieurs clients et un ou plusieurs salariés, avec la mise en place d'un mécanisme anonyme de lanceur d'alerte. Et puis, dernière étape de cette magnifique nouveauté, obligation d'organiser une rotation à intervalles réguliers dans le suivi des relations clients entre les différents collaborateurs. Donc, je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque Kerviel, ou peut-être que moi je suis trop vieille et que vous êtes beaucoup trop jeune, mais il n'empêche que Kerviel a permis de mettre en place au niveau des banques des obligations de vacances d'à minima 2 semaines d'affilée une fois par an, qui permet en fait à un autre collaborateur de reprendre les dossiers de celui qui est parti en vacances pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de sujet de défaillance de cette personne-là. Et donc là, le principe, c'est de faire la même chose, c'est de se dire qu'en fait, à intervalles réguliers, en fait, le client A va passer du collaborateur B au collaborateur C, et puis ensuite collaborateur D, etc., pour qu'en fait, il puisse y avoir un contrôle intra-collaborateur des différentes relations d'affaires. Si l'entreprise est trop petite, c'est alors au responsable de la conformité de se charger d'assurer lui-même la revue globale de la relation d'affaires et des collusions qu'il peut y avoir éventuellement avec les collaborateurs. Voilà sur la partie politique, contrôle et procédure. On va entrer dans le sujet de la vigilance à l'égard du client. Peu d'évolution en tant que telle sur ce sujet, à la différence qu'il est désormais bien prévu l'étape du screening dans le process d'entrée en relation, alors qui existait bien évidemment jusqu'à présent, mais qui n'était pas formalisé comme une étape en tant que telle du process. Il est toujours prévu qu'il soit interdit d'entrer en relation et ou de devoir clôturer la relation d'affaires si l'ensemble des mesures ne peuvent pas être déployées. Et bonne nouvelle, la fréquence de revue des dossiers KYC, KYB aura un maximum de 5 ans et 2 ans pour les high risk, alors qu'aujourd'hui, la pratique de place est plutôt 1 an pour les high risk, 2 ans pour les middle risk et 3 ans pour les low risk. Donc, ce qui veut dire que ça permet d'être un peu plus souple en termes de revue des dossiers clients. Sur les données pour l'identification des personnes physiques, la seule chose qui va un peu changer, c'est qu'il sera a priori demandé de récolter le numéro national d'identification, donc à savoir le numéro fiscal. Et concernant les personnes morales, en plus de l'identification fiscale, l'identifiant LEI, qui n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Je vérifie juste que j'ai rien oublié d'important là-dessus. Au regard des bénéficiaires, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on passe d'un seuil de 25% à un seuil de 15% pour identifier les bénéficiaires effectifs. Et on descend même à 5% pour certains secteurs d'activité. Déjà prévu l'activité de l'extraction des matières premières et les secteurs à haut risque qui seront définis plus tard par la Commission. Concernant l'identification et la vérification d'identité, il n'est pas prévu qu'une approche par les risques doive être déployée. Aujourd'hui, vous avez des obligations différenciées en fonction de si vous êtes en faible, moyen ou risque fort. Là, a priori, ce sera des mesures de vigilance à déployer pour l'ensemble des bénéficiaires effectifs, quel que soit le niveau de risque de la relation d'affaires. Je vous ai rayé le numéro d'identification fiscale parce que c'est ce qui était prévu dans le premier texte, mais qui a été a priori supprimé au cours des dernières discussions entre les autorités. Au niveau des mesures de vigilance simplifiées, alors pour vous, c'est un petit périmètre. Je ne sais pas si une ou des personnes de l'assistance sont concernées, mais je rappelle que pour la partie crowdfunding, les intermédiaires peuvent être en mesure dérogatoire pour les projets dont le montant cible est inférieur à 150 € récoltés par période de 6 mois. Donc, pour ceux qui sont concernés par
par cette dérogation, sachez qu'à partir de 2025, en fait, vous n'aurez plus de dérogation puisque vous serez obligé de vérifier l'identité de vos relations d'affaires au plus tard 60 jours après l'entrée en relation. Entre le moment où vous entrez en relation et ces 60 jours, vous devrez déployer une procédure de gestion des risques dans l'intervalle qui devra définir en fait les limitations que vous autorisez à appliquer à ces clients dérogatoires de manière temporaire, que ce soit en termes de montant, en termes de nombre de transactions ou de type de transactions possibles. Bien évidemment, cette dérogation pendant 60 jours ne sera possible qu'en cas d'absence de doute ou d'incohérence du dossier client. Et vous devrez tout de même procéder au screening et au contrôle des transactions qui resteront obligatoires. Ce qui était déjà le cas jusqu'à présent, vous deviez faire un screening, même si tout le monde ne le fait pas, c'est quand même obligatoire. Concernant les mesures de vigilance renforcée, on a une petite évolution positive pour les professionnels assujettis. Jusqu'à présent, en fait, vous deviez déployer 2 mesures de vigilance complémentaires. Désormais, une seule sera obligatoire. Petit changement aussi, l'une des mesures de vigilance complémentaire, c'est accepter un premier paiement ou en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client établi dans un pays de l'espace économique européen. Désormais, en fait, cette mesure de vigilance complémentaire ne sera possible que si le compte est domicilié chez un établissement de crédit et non plus un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement. Et puis des nouveaux cadres réglementaires de vigilance renforcée. Alors, on va laisser de côté les PSAN, puisque je pense que vous n'êtes pas forcément impacté par la question, mais on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Il crée une nouvelle catégorie de relations d'affaires en vigilance renforcée par défaut. C'est ce qu'ils appellent les high net worth customers et qui en fait concerne c'est peu ou prou l'équivalent des personnes politiquement exposées en termes de contraintes à leur appliquer, qui disposent d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros et qui ont un facteur de risque spécifique en plus de ce montant de patrimoine, que ce soit le statut PPE, le travail dans un secteur risqué type extraction de matières premières, ce genre de choses. Et donc, bien évidemment, ici, ce sera complété par les RTS qui viendront nous abreuver pendant les 2 prochaines années. Côté personnes politiquement exposées, on revoilà les frères et sœurs des personnes qui occupent les fonctions publiques listées par la réglementation, qui avait été supprimée en 2015, si je ne m'abuse. L'arrivée des élus locaux reste encore controversée. Donc, dans le texte présenté au dialogue tripartite, c'est maintenu, mais je crois que c'est le Parlement qui souhaiterait le supprimer. Et ça ne concernerait que les élus locaux pour les régions et les communes de plus de 30 000 habitants. Point aussi négatif, c'est que le statut de PPE ne sera pas maintenu 12 mois après la cessation des fonctions, mais 24 mois après celle-ci. Et puis, l'AMLA, donc l'autorité lutte anti-blanchiment, édictera des règles très précises pour savoir ce qu'on entend par les relations d'affaires étroites, qui aujourd'hui restent un peu, comment dire, en dehors des bénéficiaires effectifs communs, ça reste un peu difficile de savoir si c'est une RCA par relation d'affaires étroite ou pas. Donc, a priori, on aura des règles beaucoup plus précises qui devraient arriver. Une liste consolidée des fonctions au moins PPE de chaque État membre sera publiée par la Commission européenne et mise à disposition sur le site de l'AMLA. Et il y a un lobby qui essaye de pousser jusqu'au bout du concept, à savoir que cette liste comporte non seulement les fonctions, mais aussi les noms des personnes qui seraient titulaires de ces fonctions. A priori, il n'y aurait pas les RCA des PPE, mais il y aurait à minima les PPE, ce qui permettrait quand même de gagner éventuellement, comment ça s'appelle, en économie sur les logiciels de screening qui peuvent, comme vous le savez, coûter assez cher. Et puis, en dehors du fait que le statut serait maintenu pendant 24 mois, il est bien précisé que même post 24 mois, vous devrez toujours prendre en compte le fait qu'une personne a été exposée au risque de corruption parce qu'elle s'est vue confier une fonction publique importante. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais potentiellement, ça pourrait être le fait de ne pas pouvoir les placer en risque faible, quelle que soit la méthode d'évaluation du risque que vous avez adoptée.
Autre coup de tonnerre, mais qui reste encore en balance, la commission souhaiterait supprimer les capacités de sous-traiter un certain nombre d'éléments en matière de lutte anti-blanchiment. Donc, contrôle interne, interdiction d'externalisation, attribution d'un profil de risque à un client potentiel. Pareil, on n'aurait plus le droit de le faire, donc on ne pourrait plus recourir à des prestataires people, j'entends, et non pas, je ne parle pas de logiciels, hein, mais de back-office sous-traité. Pareil pour valider les entrées en relation d'affaires, ça ne devra plus être possible, ni approuver les risques, ni l'élaboration, la classification, ce genre de choses. Toutefois, le Parlement demande à ce que l'interdiction de sous-traitance, de contrôle interne, d'attribuer un profil de risque à un client, de valider une entrée en relation et de déterminer les critères de détection des opérations atypiques soit supprimée. Il voudrait aussi que ce soit le cas des déclarations de soupçons, sauf qu'en France, aujourd'hui, c'est impossible. Vous n'avez pas le droit de sous-traiter cette partie-là. Donc, on attend le vote final pour savoir en fait ce qui serait effectif en termes de sous-traitance. Néanmoins, si ça doit effectivement être validé et être interdit, ça veut dire que tous les providers tels que vous êtes qui font appel à des sous-traitants devront revoir leur copie et anticiper l'internalisation de l'ensemble de ces fonctions. Ça veut dire aussi, si vous passez par un PSP à qui vous sous-traitez, vous ne pourrez plus vous reposer sur le PSP, sauf à ce qu'il soit en tierce introduction. En termes de reporting, on aura la chance d'avoir une plateforme de déclaration de soupçons centralisée au niveau européen. Je pense que TracFin doit être absolument ravi, lui qui va déployer sa nouvelle API d'ici quelques semaines/mois. En tout cas, elle devrait être gérée par l'autorité lutte anti-blanchiment, hébergée par le FUNET. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le FUNET, c'est l'équivalent du groupe Egmont, qui, lui, est à niveau international. Le FUNET, donc en fait, c'est là où il y a toutes les cellules de renseignement financier auxquelles appartient TracFin se retrouvent pour coopérer et partager des informations. Donc, c'est le FUNET qui hébergera cette plateforme. Elle devrait être déployée et opérationnelle sous 3 à 5 ans post-adoption du texte et obligatoire sous 6 ans. Et autre élément qui change un peu par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que les droits de communication devront être répondus sous 5 jours maximum, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de délai obligatoire. Vraiment, ça doit être immédiatement, mais voilà, en tout cas là, c'est bien prévu que ce soit 5 jours maximum. De nouvelles variables de risque à prendre en compte, la réputation du client. Aujourd'hui, ce n'était pas obligatoire, mais peut-être que vous avez suivi l'avant-dernière sanction de la CPR qui a reproché de ne pas prendre en compte l'adverse média dans l'évaluation du risque porté par une relation d'affaires. Autre variable de risque, c'est de prendre en compte le comportement du client. Alors, à savoir ce que ça veut dire, pour l'instant, je ne sais pas trop. La valeur ou je les ai mis en gras là, les nouveautés hein, qui sont issues des textes par rapport à ce qui existait avant. La valeur ou le volume du produit est plutôt lié, à mon sens, aux nouveaux entrants parmi les professionnels assujettis, parce que sachez que vous ne serez pas les seuls, puisqu'on a tout le secteur du luxe qui va rentrer dans ce magnifique giron de l'AML. Mais donc, a priori, c'est plutôt par rapport à eux que ce critère-là devrait s'appliquer. Sauf à ce que les RTS nous précisent des éléments particuliers qui peuvent vous impacter. Mais aujourd'hui, déjà, normalement, vous prenez en compte en fait, les montants qui sont soit investis, soit qui sont levés. Les facteurs liés aux contreparties de la relation, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce que ça veut dire. Ça devrait peut-être être complété par les RTS. Et puis, jusqu'à présent, il y avait 5 axes, donc client, produit, canaux de distribution et géographie. Et les conditions d'exécution des opérations, qui était le 5e axe, devraient être a priori intégrées sous l'angle produit, service et transactions. Au niveau des variables plus ou moins élevées, jusqu'à présent, vous aviez le droit d'appliquer des mesures de vigilance simplifiées par défaut à certains types de clients. Désormais, les professionnels assujettis ne feront plus partie de ces relations d'affaires dérogatoires. De la même manière, ils ont mis en place un système de variables plus élevées pour les personnes inscrites sur liste de sanctions de l'ONU, parce qu'ils ont
se sont décidés à faire une distinction entre les listes de sanctions de l'ONU et les listes de sanctions de l'UE, avec un process un peu différent qui dirait que si ça rentre sur la liste de l'ONU, vous devez appliquer de la vigilance renforcée et ensuite passer en mécanisme de gel des avoirs pur et simple qu'une fois que c'est voté par l'Europe. Je ne suis pas sûre que ce soit maintenu au niveau, du vote final du règlement. Si ça devait être le cas, j'aurais tendance à vous dire le plus simple et le mieux, à partir du moment où c'est sur liste de sanctions, vous appliquez liste de sanctions, que ce soit ONU ou UE. Alors, on a fait le tour sur la partie règlement unique européen. On va faire un petit focus sur l'autorité, sur l'AML6, donc qui est à destination des États membres de l'Union européenne. 4 principaux apports. Donc, le registre des bénéficiaires effectifs. Alors ça existe déjà chez nous depuis 2017, si je ne m'abuse. C'est déjà prévu par les précédentes directives, sauf que maintenant, il y aura une obligation qui sera de reporter en fait par le professionnel assujetti des différences constatées entre les informations que vous donne votre client, donc client corporate, et les éléments contenus dans le registre des bénéficiaires effectifs. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas, mais qui n'est pas tout à fait ni respecté ni sanctionné. Ensuite, l'obligation pour chaque État membre d'avoir un registre central des comptes bancaires et des comptes de paiement, ce qui est déjà le cas en France, un registre immobilier et sanction minimale à hauteur de 1 million d'euros, ce qui est déjà le cas en France, même si au final, les autorités ne prononcent pas toujours ce montant minimal. Donc, on ne sait pas si c'est une question de prévoir le montant dans les textes ou l'appliquer par les régulateurs. C'est pareil, ça devrait certainement être précisé par les autorités européennes. Concernant le règlement qui crée l'autorité en matière de lutte anti-blanchiment, c'est assez intéressant parce que en fait, ça va créer donc un supra-superviseur et seront décidées chaque année quelles sont les entités dites sociétés sélectionnées qui tomberont sous son joug. Ils vont mettre en place un système d'approche par les risques, eux aussi, qui va prendre en compte un certain nombre de variables propres en fait aux activités et aux produits de chacun des professionnels assujettis, tels que les caractéristiques de la clientèle. Est-ce qu'il y a principalement des PPE ou des non-résidents, ou les volumes de négociations sont-ils importants, ou est-ce que c'est des produits risqués, ce genre de choses. Et en fonction de tout un ensemble de critères, ils vont définir du risque intrinsèque élevé dans au moins un pays membre où l'entreprise est en établissement. Ça veut dire que ça va tomber sous le joug de l'autorité, de l'AMLA. Si c'est en libre prestation de service avec un risque élevé dans 5 pays en libre prestation de service, ça tombera aussi sous le joug de l'AMLA. Les équipes de surveillance de l'AMLA seront composées à la fois du régulateur local et et des membres de l'AMLA, avec des contrôles sur place inopinés. Aujourd'hui, vous êtes notifié quelques jours avant l'arrivée des régulateurs. À partir de 2025, vous aurez le droit d'avoir des contrôles sur place inopinés. Sachez que si vous vous opposez à l'entrée des inspecteurs chez vous, ils peuvent mettre l'ensemble de l'entreprise sous scellé. Et puis, bien évidemment, puisqu'il dit nouvelle autorité, dit nouveau coût et donc dit nouveau budget. Et il y aura une nouvelle redevance annuelle à payer par l'ensemble des professionnels assujettis, que ce soit les sociétés sélectionnées, à savoir celles qui sont dans le périmètre de l'AMLA pour l'année concernée ou non. Ça, c'était la dernière bonne nouvelle du jour. Voilà, j'ai fini avec ma présentation et je suis ouverte à toutes les questions que vous pouvez avoir, quelles qu'elles soient. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. La première question est toujours la plus dure. Ben, si vous voulez, je vais me lancer. Là, du coup, tous les éléments dont on discute là sont, comme tu le mentionnes au démarrage, en cours de validation par le Parlement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore validé. Alors non, ça a été validé par le Parlement. C'est en cours de négociation à 3 Parlements, Conseil, Commission. Et donc, du coup, ensuite, une fois voté, il faut encore que ce soit retranscrit dans la... Parce que c'est des directives. Non, justement. C'est un règlement, ça, du coup. Voilà, donc à partir du moment où les 3 autorités se sont mises d'accord, c'est voté en plénière au Parlement, ça entre en vigueur et 2 ans après, c'est mis en application.
Ok, donc c'était ce que vu que c'était, tu t'en parles au début et ensuite j'étais plus sûr de. Ok, Non, très clair. désolée si j'étais pas claire. Ah, mais j'ai compris que c'est important et j'ai compris un peu tard. Ça. Pas d'autres questions? Il y a une question sur le chat. Comment compte-t-il gérer les prérogatives données à la compliance pour valider ou non une embauche? Quel est le but? Avec beaucoup de points d'interrogation. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre exactement la question. Donc, est-ce que… Noël, est-ce Ah que bah, vous voulez salut prendre- Noël. Salut! Non, mais quand tu parles du KYI, là, ça Ouais. a l'air très lourd à mettre en place. Et en soi, qu'est-ce que c'est censé mitiger comme risque, quoi? Entre les formations, tout ça, même éventuellement le sanction screening des employés, c'est déjà assez gros. Si en plus on doit se taper la validation des embauches des employés, entre guillemets, sur la due deal qu'on doit faire sur eux, ça va être long, quoi. C'est hyper lourd. C'est quoi le but derrière? Bah, le but derrière, c'est, je suppose, hein, une fois de plus, ils n'ont pas forcément tout expliqué, le pourquoi du comment. Je suppose que c'est pour éviter de permettre à des organisations éventuellement criminelles qui soient hyper bien implantées de mettre des taupes à droite à gauche pour faire passer des opérations. Ça, c'est si tu imagines le pire du pire, ça peut être ça. Ensuite, tout simplement, ça peut être des questions de collusion entre les clients et les opérateurs. Ok, mais bon, tu vois, en principe, des fois, quand t'embauches des essais, etc., t'embauches aussi leur portefeuille client. Donc, c'est Certes. pas Mais le après, le risque, tu vois, de portefeuille dire tu as client, des conflits d'intérêts, quoi. on est d'accord. Après, il y a peut-être aussi une question de fébrilité des compétences en fait, des gens qui aujourd'hui sont en charge de ces sujets. Tu vois, il y a quand même tous les opérateurs KYC, back-office, analyse transaction, etc., ne sont pas forcément tous très bien formés à l'AML. Et donc, je suppose qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est qu'en fonction du poste que tu occupes dans l'entreprise et si tu as plus ou moins de responsabilités, ils veulent vérifier que en fait, tes équipes, elles ont les compétences pour pouvoir gérer en fait, le sujet. Ouais. Après, ça vaut éventuellement pour des seniors et tout, mais tu vois, pour des juniors, je me dis, tu sais pas gérer l'AML, c'est normal, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Je sais pas c'est quoi leur to-do list, hein, sur ça, mais Mais les un peu RTS, très vite. les RTS, ça vont certainement nous préciser exactement qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qu'il faudra faire. Ok. Ok. Merci. Alors, quelles seraient les mesures possibles en droit social français eu égard à un hit vis-à-vis d'un employé? Donc, je suppose que c'est un hit vis-à-vis d'un employé, c'est quand on parle de screening type liste de sanctions. On est d'accord? MP. Je ne sais pas qui est MP. Ça, absolument, en fait. C'est un point que j'ai rencontré dans mon ancienne vie en fait, professionnelle. Notamment, on a budget en fait, en KYI. Donc, il y a un screening en fait, gel des avoirs qui est obligatoire aujourd'hui. Et nonobstant en fait, cela, qu'est-ce qu'on fait en fait, aujourd'hui? Parce que c'est bien que la réglementation européenne travaille en fait, sur des super réglementations et compagnie. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait, en droit social français? Parce que moi, j'ai un hit en fait, demain sur un employé. Quelles sont les causes? Enfin, sur quoi je peux motiver en fait, un licenciement? Et ça, j'ai pas l'impression en fait, que les régulateurs en fait, pensent en fait, aux impacts que ça a en, fait, en droit français et dans certains groupes aujourd'hui de la place, groupes bancaires, ils n'arrivent pas à implémenter, on va dire, le process en fait, de KYI parce que d'un point de vue en fait, sanction, on ne peut pas implémenter cela d'un point de vue social en justifiant en fait, un licenciement. Alors, déjà, je souhaite préciser que je ne fais pas la réglementation. Ah non, mais je n'ai pas dit que c'était vous, mais peut-être éventuellement dans le cadre des échanges. Non, mais Dans le cadre des échanges qu'il y a eu, je suppose qu'il y a été remonté ou je ne sais pas quoi. Parce que eh ben non. Alors, en tout cas, ça n'a pas été transcrit. Et si le régulateur ou le législateur pensait à chaque fois qu'il pense une règle aux impacts opérationnels, on aurait peut-être un peu moins de réglementation. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été remonté. Je ne sais pas si ce sera maintenu en l'état une fois que le dialogue tripartite aura été finalisé. Et peut-être qu'éventuellement, les RTS préciseront en fait ces données-là. D'accord. Merci. Alors, il y a Alexandre qui lève la main. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je m'interroge sur le fait qu'il y ait des tergiversations
sur le fait d'inclure les PSFP, enfin d'assujettir les PSFP ou non à la LCBFT. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors, aujourd'hui, avec le règlement PSFP, en fait, il est demandé aux entreprises qui ont le statut PSFP de faire un minimum de choses. À ce que je disais tout à l'heure, vérifier avant d'être agréées, en fait, le régulateur va vérifier l'honorabilité des dirigeants et il demande à avoir un minimum de due deal à mettre en place vis-à-vis des clients, et il y a un risque de perte d'agrément si la réglementation lutte anti-blanchiment n'est pas respectée. Sur cette base-là, la Commission européenne, quand elle a établi le projet de règlement unique européen, elle a indiqué que puisque les PSFP étaient déjà soumis à un minimum de règles, elle ne voyait pas l'intérêt pour elle d'intégrer les PSFP en tant que professionnels assujettis au règlement unique européen. Ça, c'était le point de départ. Sauf que le Conseil de l'Union européenne a dit non, 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 on n'est pas d'accord. Il faut que toutes les entreprises de crowdfunding qui portent en elles-mêmes un risque intrinsèque plus élevé de blanchiment, au même titre que les cryptos, soient assujetties au règlement unique européen. Et donc, on veut supprimer cette exclusion qui était prévue par la Commission. Ce à quoi le Parlement a lui-même dit « Je suis d'accord avec le Conseil et je précise bien », donc je rajoute un morceau de phrase, et je précise bien que n'importe quelle plateforme de crowdfunding, quelle que soit son activité, qu'elle soit intermédiaire, conseillère ou whatever, sont des professionnels assujettis. Et donc, on attend en fait le résultat de ce dialogue tripartite pour savoir qu'est-ce qu'il en sera effectivement, si les PSFP seront ou pas exclus, si tous les boîtes de crowdfunding en seront exclus ou pas. On n'a pas encore la réponse. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, je vous remercie. Je vous en prie. Et il y a d'autres questions pour Charlotte. C'est le moment d'en profiter. Moi, j'ai une question. Oui. En gros, sur la partie vérification de l'identité des personnes à qui on a pris contact, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais il y avait marqué qu'on a 60 jours pour leur demander leur identité ou en tout cas leur documentation. Pour vérifier leur identité. Et donc, du coup, ça, c'est sinon quoi? Ça veut dire qu'on les désinscrit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'inscrits sur nos bases qui n'ont pas complété leur profil. Vous devez clôturer. Ok, donc c'est des gens, en fait, on pourra communiquer à terme qu'aux gens qui ont complété leurs informations. C'est ça. En fait, en fait, tu as 2 mois pour pour commencer à distribuer tes services à quelqu'un que tu as identifié mais dont tu n'as pas vérifié l'identité. L'identification te permettant de faire du screening à minima, donc vérifie que ce n'est pas un terroriste, puisque là, sinon ça veut dire pas d'entrée en relation. Ensuite, pour ces personnes-là qui rentrent dans certaines catégories de risques faibles, tu auras 2 mois pour vérifier leur identité, donc vérification avec les documents d'identité, etc. Si au bout de 2 mois, tu n'obtiens pas cette vérification d'identité, tu es censé clôturer la relation d'affaires. Ensuite, c'est une question, comme souvent, d'équilibre entre le risque que tu prends et l'opportunité que tu as de maintenir des clients base client. Après, si en cas de contrôle du régulateur, il ne le voit pas, il le voit, ça ne va pas lui plaire. C'est toujours une question de… Par exemple, il y a plusieurs niveaux d'intégration. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément investir, mais qui veulent recevoir les communications et qui indiquent vouloir recevoir des communications et qui ont vraiment coché cette case-là, mais qui ne vont pas plus loin sur l'identification parce qu'ils se méfient. Il y a beaucoup de méfiance sur laisser ces informations. Et donc, mais ils veulent de la communication. Du coup, comment on peut traiter ces gens qui ont explicitement dit qu'ils voulaient recevoir de l'information? En fait, c'est plutôt une base marketing qu'une base relation d'affaires. Ok, très clair. Okay. C'est comme ça que je ferai la distinction. Okay. Même si ça s'appelle à s'inscrire dans la durée, etc., il n'y a pas de relation financière avec eux, ils n'investissent pas ou ils ne font pas d'appel de fonds. Donc, pour le coup, moi, je les considérais comme une base marketing et point, pas comme des clients. Très clair. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une en plus. Vas-y. sur le rôle du PSP, du coup, auquel on devra potentiellement se substituer sur certains aspects, on en sait un peu plus.
sur quels aspects, enfin, si j'ai bien compris, on pourra pas tout leur déléguer ou leur déléguer de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a des indications sur ce que ça peut changer avec eux? Alors, déjà aujourd'hui, tu n'es pas, enfin, en fonction de ton statut, tu es censé toi-même respecter la réglementation. Tu peux t'appuyer sur le PSFP, sur le PSP, pardon, qui d'ailleurs souvent vous facture ce service-là. Si le texte est voté en l'état, avec interdiction de sous-traitance de tout ce qui est profil du risque du client, validation, etc., ça veut dire que vous ne pourrez plus vous reposer sur lui pour ça, donc vous ne pourrez plus lui déléguer, donc vous serez obligé de le faire en plus de ce qu'il fait, sauf à passer par la mécanique de tierce introduction, qui dans ce cas-là est différente de l'externalisation. L'externalisation, c'est vraiment, tu lui confies, c'est lui qui gère tout. Alors que tierce introduction, c'est que tu vas t'appuyer sur un professionnel assujetti qui, puisqu'il est soumis aux mêmes règles que les tiennes, tu peux t'appuyer sur ses propres due diligence et avec un système de contrat, de contrôle, etc. à mettre en place pour pouvoir encadrer ça. Mais donc, a priori, pour les PSP, puisqu'ils sont dans les personnes qui ont le droit de faire la tierce introduction, tu pourras basculer sur ce système de tierce introduction, mais ça implique un mécanisme de contrôle interne qui souvent n'est pas utilisé aujourd'hui. Les enjeux de sous-traitance, c'est plutôt pour les entreprises qui font appel, tu vois, à des back-office externalisés, type TC, type Webhelp, type ce genre de choses en fait. Voilà. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui avait la main, mais je ne sais pas ce que c'est que le prénom. Si c'est le prénom, le nom de famille, quoi que ce soit. Oui, alors mon prénom c'est Aziz. La question que j'avais, c'était par rapport à l'intervention que vous avez faite sur la notion de PPE. Il y a eu un arrêté, je crois, il y a quelques mois en France sur les personnes considérées comme PPE. Et donc, je comprends qu'à l'échelle européenne, il y a aussi une réflexion à ce sujet. Et ma question, c'était de savoir de quelle manière ça pouvait être implémenté en France. Est-ce qu'il y allait avoir une revue des textes de loi sur le CNF ou d'une autre manière? Juste sur les PPE ou plus large? Non, sur les PPE. Alors, la question de la liste consolidée au niveau de l'Union européenne, c'est chaque État membre va remonter justement ses fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, la France qui vient de l'établir X années après la naissance de la notion va la transmettre à la Commission européenne, qui va donc pouvoir consolider tout ça et les mettre à disposition sur son site, sur celui de l'AMLA. Ensuite, parce que je vais quand même élargir la question sur est-ce que le CMF existera toujours, en tout cas la partie, le titre 5 existera toujours une fois que le règlement unique européen est adopté. Je n'en sais absolument rien, mais à partir du moment où dans la hiérarchie des normes, le droit européen est censé être au-dessus de la législation française, a priori, ce titre-là devrait disparaître. Merci. Voilà. Pas d'autres questions? Moi, j'avais éventuellement une petite question, Charlotte. Vas-y. Tu as évoqué le numéro LEI pour les entreprises. Sauf erreur de ma part, aujourd'hui, il y a assez peu d'entreprises qui ont ce numéro-là en France. Est-ce que ça veut dire que ça deviendra une obligation d'aller chercher un numéro LEI? C'est ce qui semble se profiler, effectivement. Le problème étant, comme tu dis, hein, c'est qu'il y a toutes les entreprises n'en ont pas. Après, je crois que c'est assez simple de le demander. C'est très simple. Il y a quand même pas mal de bases qui te permettent d'y avoir accès. Et souvent, elles sont en open source, donc par API, tu peux les récupérer. Mais encore faut-il que ce soit abondé. Oui. Donc, Surtout, c'est payant de récupérer son numéro. Donc, chaque entreprise doit payer pour avoir un numéro et le renouveler chaque année. C'est quand même lourd comme process. Ouais. Donc, Mais du comme coup, pour les clients, en fait, ça qui est autant que ce soit lourd pour les personnes assujetties, je comprends, mais que ce soit lourd pour tous les clients des personnes assujetties, ça me semble étonnant. ouais, mais en même temps, c'est comme n'importe quelle formalité que vous exécutez au niveau du RCS, vous payez en fait. Donc, ce sera une formalité de plus. Bon moyen de taxer les entreprises. Et peut-être que ça va sortir, hein, que ça va être exclu du texte, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc, à voir si
Ceci dit, c'est déjà dans le règlement européen PSFP, c'est déjà quand même bien noté. Ah, d'accord. Bon. Et peut-être qu'ils vont créer un registre au niveau européen de tous les LEI et de même tous les numéros sirènes et équivalents, ne serait-ce que pour l'ensemble de l'Europe, ce serait déjà pas mal. C'est vrai que du coup, ça fait un numéro, un identifiant européen et pour vérification de telle entreprise, est-ce qu'elle n'est pas surendettée sur une plateforme de crowdfunding de n'importe quel pays européen. C'est vrai que ça permet de recouper plus facilement qu'avec le Sirène qui est franco-français. Et encore heureux, ils ont pas créé un identifiant européen. Ça reste international. Oui. Parce que ça aurait pu être ah bah tiens, on va vous créer un autre petit numéro qui n'existe qu'en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, juste peut-être, c'est pas une question, mais plus une demande. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que par hasard, vous comptez communiquer les slides ou pas, qui sont très bien faits et très utiles? Oui, je pense qu'on peut vous faire ça. On demandera la liste des participants à Florence et on vous les enverra. Top, merci beaucoup. Ok, et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous libérer. Et merci beaucoup, Charlotte. C'était dense, mais synthétique et je pense très utile. Donc, du coup, vous recevrez les slides. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.